Amen à toi, cher spectateur, et bienvenue dans la vidéo autour d'un des gros événements de la fin d'année cinématographique. Un film qui a l'air de partir favori pour les prochains Oscars, un long métrage qui fascine notamment pour l'adaptation qu'il est, Conclave de Edward Berger. L'histoire. Le pape est mort, vive le pape. Alors qu'il vient juste de mourir, il va forcément falloir préparer le conclave, donc le rassemblement des différents cardinaux à travers le monde, qui vont venir pour le coup au Vatican et qui vont élire le nouveau pape. Au milieu de tout ça, nous avons le cardinal Lawrence qui, c'est pas un spoil alors qu'il s'apprêtait à vouloir démissionner, se retrouve à devoir organiser le conclave. Et au milieu de tout ça, il se rend compte que de 1, la mort du pape semble entourée par beaucoup de mystères, que de 2, il va devoir enquêter sur pas mal des cardinaux qui voudraient devenir pape, histoire de ne pas retrouver au pouvoir quelqu'un qui potentiellement serait ou corrompu, ou malveillant, ou tout simplement pourri jusqu'à la moelle. Et pour en parler avec moi, ça faisait quand même un petit moment qu'on s'était pas vu, mon cher Kevin. Ouais, Comte de Monte Cristo. C'était ça le dernier. Ouais, donc ça fait quasiment 6 mois. Le mois du juin. Ouais, ça fait un petit moment. Comment vas-tu ? Ça va, et toi? Bah oui, écoute, je suis content de te retrouver parce que c'est quand même un petit événement cinématographique dont on parle. Donc ouais, comme je l'évoquais, c'est un des petits événements de fin d'année dans la sphère cinéphilique, hein, parce que je vais pas vous mentir, les gros événements, on vient déjà d'en passer un la semaine dernière avec Vaiana, et on va en avoir quelques autres qui vont débarquer dans les semaines à venir. Cette semaine, il y a Wicked, la semaine prochaine, il y a Le Seigneur des Anneaux, la semaine d'après, il y a Mufasa. Ouais, c'est le 18. Ouais, donc je pense que voilà. Mais dans la sphère cinéphilique, le film dont on va parler aujourd'hui est un petit événement, donc adaptation d'un bouquin de Robert Harris, bouquin très réputé, notamment pour son côté un petit peu avant-gardiste en termes de thriller et en termes surtout de rapport autour de la religion et notamment de ce qui se passe à l'intérieur du Vatican. Au-delà de ça, il y a le casting, il y a le fait qu'Edward Berger, mine de rien, c'est un cinéaste qui a quand même pas mal marqué les esprits avec son adaptation de À l'Ouest, rien de nouveau, qui... Ah, c'était le même... Oui, je n'ai toujours pas vu ce film. Alors moi, personnellement, j'étais ressorti très désappointé par le long métrage parce que j'avais l'impression de revoir 1917. Ah ouais, mais du côté allemand, ce qui était plutôt plaisant techniquement, mais qui d'un point de vue narratif n'avait pas vraiment d'intérêt. Mais ça ne reste que mon avis, parce que derrière, le film a été un énorme carton sur Netflix, et au-delà de Netflix, aux Oscars, puisque mine de rien, aux Oscars, il a remporté tous les prix techniques, et les prix musicaux, si j'ai bonne mémoire. Donc il a quand même bien marqué les esprits. Suite à ça, donc Edward Berger, il avait un tapis rouge qui lui était complètement déroulé devant lui pour Hollywood. Et il a eu ce choix assez surprenant donc de porter à l'écran cette adaptation du bouquin de Robert Harris avec tout de même une thématique bien ancrée dans l'actualité autour de la religion et autour des croyances. Et en plus de ça, avec ce côté un peu thriller autour de justement découvrir l'envers du décor non seulement d'un conclave, mais surtout aussi voir comment les différents cardinaux, et notamment un, va essayer de démêler un petit peu tout ce qui se passe en arrière-plan. C'est un film très moderne, c'est un film je pense très ambitieux par rapport à ce qu'il cherche à traiter, mais la question qu'on se pose, c'est surtout, est-ce que c'est vraiment, comme le dit l'affiche, de loin le meilleur film de l'année? Et c'est là que je me tourne vers toi, mon cher Kevin, et que je te demande ce que tu as pensé de Conclave. Pas forcément de me dire si c'est le meilleur film de l'année. J'en ai pas vu assez cette année pour te dire ça. Du coup, comme je t'avais dit, j'avais pas du tout d'attente sur ce film. J'ai découvert le film très tard. Du coup, au cinéma, on passe pas mal de musique de film, et on avait les musiques de ce film-là. Alors que le film n'était pas encore sorti. Et je pensais à la base que c'était une série, Conclave, et en fait j'ai vu après que c'était un film avec Ralph Fiennes. Et du coup le sujet, moi, m'intéressait pas forcément, voilà, c'était pas un thème très... c'était pas quelque chose qui me... C'est pas un film que j'allais voir dans l'immédiat, on va dire. Mais du coup le film était vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, plus on avance dans le film, plus on a des intrigues qui sont très intéressantes. Et ça parle de vraiment plein de choses. Au-delà même d'élire un nouveau pape. C'est vraiment pas l'intérêt vraiment du film. C'est la base. Oui, voilà, mais du coup, il y a vraiment beaucoup de sujets à réflexion dans le film. Et du coup, ouais, j'ai été assez surpris. Et j'ai beaucoup apprécié. Et puis après, le film a très peu d'acteurs. En soi, ça fait un peu un huis clos, parce qu'on reste, eux-mêmes sont enfermés jusqu'à la décision d'un nouveau pape. Donc il y a très peu d'acteurs. Il y en a la moitié que je connaissais quand même et que je trouve très talentueux. Donc c'est un film à voir, je trouve.
c'est vraiment un très très bon film. C'est pas le meilleur film de l'année, mais à mon avis, à chaque fois, je pense que si on devait écouter la presse, tous les films qui ont un petit peu d'aura, ou en tout cas qui impactent un petit peu les spectateurs, seraient le meilleur film de l'année. Donc je pense que cette phrase est un petit peu erronée. Oui. Mais c'est vraiment un excellent film qui, au-delà de son côté thriller, au-delà de son côté religieux, au-delà de son côté politique par rapport à ce qu'il cherche à évoquer, et surtout un vrai bon moment de cinéma qui arrive à prendre une base qui pourrait sonner comme hyper sommaire ou en tout cas très classique pour la transformer en quelque chose de beaucoup plus universel, de beaucoup plus intense, de très prenant, de très humain. C'est un mot que tu m'as évoqué juste avant qu'on commence à tourner la vidéo, mais c'est un film qui ramène le religieux vers l'humain. Parce que c'est très compliqué, je pense, de parler de la religion sans la mettre sur un espèce de piédestal à la con. Justement, en fait, le film ne fait pas du tout ça. C'est-à-dire que même dans la mise en scène, il y a très peu de scènes où on fait un rapprochement avec le divin. C'est-à-dire qu'il y aura quelques plans où on va avoir des plans sur des peintures, des fresques qu'on a au mur, C'est ça. etc. Mais, ou des jeux de lumière, voilà, qui peuvent un peu rappeler le divin. Mais c'est un film qui est très terre à terre dans sa manière d'être montré, et du coup on a juste des gens, c'est vrai qu'il n'y a pas le film est pas sur un piédestal par rapport à ça, il est ramené assez à la réalité, quoi. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé très beau, en fait, c'est que on traite la religion comme on traiterait, enfin, ça m'a semblé très bête sur le coup, mais je trouve ça pas si bête que ça, comme on traiterait ça comme une organisation politique. Mais c'est de la C'est-à-dire qu'il y a politique. il y a de la hiérarchie, De toute façon. chacun a des rapports un peu conflictuels les uns aux autres, il y a Ouais. ce côté vraiment, c'est la mort d'un roi et prenons la place du roi, et il y a tout le monde qui a envie de se démener pour réussir à avoir sa part du gâteau. Donc clairement l'objectif n'est pas ici pour Edward Berger de traiter cela avec vraiment un côté sacré, genre Du tout. les gens vont avoir énormément de respect les uns pour les autres, ils vont dire ah non mais oui je comprends pourquoi toi tu veux devenir pape, tu étais son petit chouchou, il n'y a pas de souci. Non non, là c'est, si on peut faire, pardon du terme, des coups de pute, on va faire des coups de pute pour devenir le calife à la place du calife. En vrai, c'est un aspect qui est pas vraiment surprenant. Non. On s'en doute qu'il y a des enjeux politiques et Bien sûr. qu'il y a forcément des ambitions personnelles. Et du coup, c'est là que le film est intéressant aussi, c'est que tout le monde a envie, enfin, il y a beaucoup de personnages, de cardinaux qui ont envie de devenir pape. Et du coup, c'est vraiment tout pour moi, rien pour vous. Et on oublie même le côté sacré, encore une fois, pour vraiment se ramener à ses propres intérêts, quitte à faire des sales coups aux autres. C'est ça. Et j'ai vu, parce que je regardais un peu les articles, si je trouvais des choses, il y a 2 articles, alors après moi j'ai jamais regardé la série, mais qui faisaient une comparaison avec House of Cards, Ok. en disant c'est le House of Cards du Vatican. Après il y a des enjeux de pouvoir, pourquoi pas, moi j'ai pas regardé la série, mais il y a peut-être des choses qui peuvent ressembler à ça. Mais effectivement... Je pense qu'il y a une base. Après, House of Cards montre vraiment le côté noir, et je trouve que Conclave a tendance à vouloir tirer un petit peu plus vers le lumineux, ou en Tout à tout cas fait. le réconfortant, essayer de ramener un petit peu, Ouais. comme on disait, de l'humain en fait, là où c'est quelque chose qui est vraiment juste un jeu de croyance, et par moments un petit peu de corruption de la croyance, de manier la croyance dans un certain sens pour faire en sorte que ça épouse une certaine idée qu'on se fait, soit de la religion, soit du divin, soit du rapport qu'on entretient avec le divin. Ça dépend tellement des personnages. Parce qu'il y en a certains qui vont vraiment avoir cette innocence et cette pureté, C'est de ça. toujours essayer de se rapprocher de leurs croyances pour faire les bons choix. Et il y en a d'autres, on a l'impression qu'ils pourraient très bien être en politique à côté, ça sera la même Complètement. chose. Ça serait pas Il y surprenant. a vraiment, tu te demandes où est Dieu dans leur vie. Ah bah Tedesco, Et c'est voilà, par pas, exemple. vraiment religieux, hein. Par exemple. C'est un mec d'un parti politique fasciste, hein. Ouais. C'est peut-être pas Mussolini, mais Berlusconi, quoi, c'est le Berlusconi. Et en même temps, il y a une scène où il parle des papes qu'on a eu dans l'histoire, où bon, C'est il y en ça. a eu un qui était dans les jeunesses hitlériennes, c'est ce qu'il raconte, etc. Ah ouais, Donc en qu'ils fait, ont chacun, il y en a un autre qui était aveuglé par le fait qu'il y avait beaucoup trop de prêtres qui étaient touchés par des histoires d'attouchement sur des mineurs, et qu'il l'histoire a n'a pas préféré se été voiler mise la en face. lumière, ouais, Voilà, ouais, c'est ça. exactement. Je te propose qu'on saute dans l'écriture, même si on l'a déjà un petit peu fait avec tout ce qu'on vient déjà d'évoquer. Mais donc à la base, il y a le bouquin de Robert Harris qui est donc adapté par Peter Strogan. On l'a déjà bien évoqué au niveau de la caractérisation de la religion et de la manière avec laquelle le divin est traité au sein de ce film. Moi, ce que je trouve également intéressant, c'est que le film a eu la très bonne idée de structurer son récit autour de Lawrence, mais pas forcément en faire le véritable personnage central.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à très nombreuses reprises, Lawrence va peut-être pas s'éclipser, mais en tout cas va se mettre en retrait pour montrer un petit peu d'autres protagonistes qui vont évoluer au fur et à mesure que ça avance. Et ce qui est très intéressant en fait, c'est que je dirais pas non plus. Alors tu vois, tu as comparé à House of Cards. Moi, j'aurais presque comparé ça à du Agatha Christie en fait en termes de forme. Dans le sens où Lawrence, je trouve, il a une place qui fait beaucoup penser à celle d'Hercule Poirot en fait dans les récits de Agatha Christie. Dans le sens où il est au milieu, il est au milieu de l'histoire, il va mener l'enquête, mais il interfère pas forcément parfois, ouais. C'est ça. Et il laisse en fait le truc évoluer jusqu'à un moment où il va se dire, bah là il faut que j'intervienne. Parce qu'à ce moment-là, ils ont besoin de moi. Et je trouve en fait qu'il a ce côté vraiment Hercule Poirot, et c'est pour ça en fait que je trouve que c'est presque un film, on dit thriller, on devrait presque parler de policier même par instant. Bah, il y a tout le côté enquête aussi qu'il est en train de faire malgré lui. En fait, son personnage, je trouve que c'était le plus compliqué à cerner. Parce que je trouve que sa motivation, elle change tout le long du film. Ouais. Et il est très clair au début que du coup, il avait demandé au pape, qui n'était pas encore mort, qu'il voulait démissionner. C'est ça. Lui, il avait refusé. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Il voulait pas qu'il s'en aille il voulait partir dans une communauté où. En fait, il voulait s'éloigner du Vatican pour aller dans une communauté plus autonome ou en tout cas. C'est ça. Je sais plus exactement. Je crois que c'est une retraite, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il voulait aller en retraite. Et donc il n'a pas pu faire ça, alors que lui, il avait aucune ambition de devenir pape par la suite, alors que certains voulaient voter pour lui, dont le nouveau là. Et en fait, au fur et à mesure du film, je sais pas, il est beaucoup plus dans sa mission, quitte à faire des recherches pour savoir si telle personne est corrompue et mérite ou pas de devenir pape par la suite. Et puis on a l'impression que vers quasiment la fin du film, il se résigne à potentiellement avoir ce fardeau de devenir pape, alors qu'il n'a pas du tout envie de le devenir depuis le début. Ouais. Il est là à dire que lui-même, il n'a même pas pensé à un nom de pape, du coup. Et du coup, son personnage, je l'ai trouvé un peu ambivalent par moments. Je savais pas trop quoi en penser. C'est ça qui est fort, en fait, je trouve, dans le travail d'écriture de Strogan, c'est qu'il aurait pu se limiter à rendre Lawrence vraiment blanc-blanc, enfin vraiment un personnage qui soit juste dans l'enquête, point barre. Très linéaire, quoi. Mais il a choisi vraiment de créer de la nuance et de l'ambiguïté. Et ce que je trouve est très intéressant, c'est que cette nuance et cette ambiguïté, c'est ce qui domine de manière globale tous les personnages de ce récit. On n'est pas sur un film où on va avoir la sensation que les personnages sont dirigés par une étiquette d'archétype ou en tout cas de clichés. Ça dépend. Ils ont une base, ils ont cette surface de clichés et d'archétypes, mais rapidement en fait on voit qu'il y a des nuances de traitement. Il y a... Tedesco, encore une fois, pour moi est un très bel exemple là-dessus, parce que Tedesco au début on a presque l'impression que c'est l'espèce de grosse caricature en fait de religieux italien qui est un peu à l'ancienne, mais voilà, qui a quand même pour objectif de servir Dieu. Puis plus tu le laisses évoluer, plus tu te rends compte qu'en fait c'est vraiment quelqu'un qui sert ses propres intérêts dans le seul but en fait de faire en sorte que la religion se plie à son modèle de pensée et se plie presque en fait à l'évolution qu'a l'Italie actuellement. Et c'est ce qui est très intéressant, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui sonnent comme le reflet en fait de l'évolution de la politique en Europe notamment, dans le sens où en Europe, il y a beaucoup de pays qui servent de la religion pour servir des idéaux qui sont parfois très de droite, voire carrément fascistes. Et du coup, ça ramène la religion dans cette espèce d'engrenage tortueux qui a fait que durant de très nombreuses années dans l'histoire de l'humanité, elle n'a servi qu'à véhiculer de la haine et de la guerre. Ouais. Et je trouve ça très intéressant du coup parce que ça devient moderne et en même temps ça fait écho au passé. De toute façon, là où c'est vachement intéressant aussi, c'est qu'on va se dire un film... moi j'ai eu un peu ce ressenti, enfin pas un ressenti mais cette pensée à un moment qui m'a traversé l'esprit, c'est que on est en train de faire un film où on parle de l'élection d'un nouveau pape. On en fait un truc hyper sérieux, hyper thriller, etc. Et en fait, on se dit, mais aujourd'hui, c'est peut-être important pour les personnes qui sont peut-être croyantes, mais le modèle de la société, il va pas avancer avec la religion. Enfin, pour les personnes qui sont pas croyantes, en tout cas. Pour les personnes qui sont croyantes, c'est différent. Mais en fait, la religion a toujours été liée à la politique à la société, toujours. Complètement. Et même encore aujourd'hui, tu vois, c'est presque un événement du même niveau que la venue d'un chef d'État lorsque le pape annonce que par exemple il doit débarquer à Marseille ou en Corse, quoi. Tout à fait. C'est des trucs aussi complexes que ça. Alors que pourtant, ça reste juste une personnalité qui, certes, lorsqu'elle parle, elle est écoutée, mais c'est vrai que dans nos têtes datées, parce que moi je le suis. Exactement, donc, c'est pas pareil. Alors qu'une personne qui est croyante, et ça, en fait, c'est le genre d'événements qui vont rassembler des millions de personnes à travers le monde. C'est ça, c'est ça. Fait.
Et du coup, c'est hyper important. Mais quand on n'est pas forcément croyant, et ben le regard il est pas le même. Et effectivement, comme tu dis, le film est très ancré dans l'actualité parce que du coup, on voit bien qu'en Europe, il peut y avoir pas mal de pays où il y a une hausse du populisme ou des partis d'extrême droite qui augmentent, et l'Italie en fait partie. Complètement. Et du coup, Tedesco fait partie un peu de ce personnage qui représente l'Europe un peu ou l'Italie même de maintenant, où il peut y avoir des gens fascistes et racistes, parce qu'il se passe des événements dans le film, on ne peut-être pas spoiler, mais il se passe des événements dans le film où on peut vraiment faire écho à la réalité Complètement. de notre siècle en fait. Et Complètement. du coup, c'est pour ça que le film est très intéressant, il parle vraiment de plein de choses, actuelles. Ouais. Bah, et puis en plus, moi je fais le lien, mais on parle de Tedesco, mais on pourrait parler aussi d'Adeyemi, qui est clairement montré comme une espèce de branche un peu plus tortueuse de cette extrême droite, parce que c'est pas quelqu'un qui est montré comme Tedesco de raciste Non, et de fermé, mais on nous le présente bien comme quelqu'un qui est très fermé, notamment par rapport à tout à l'homosexualité, fait. Ouais. qui est donc un sujet fortement ancré dans ce qui se passe actuellement, parce que depuis quelque temps, le Vatican essaye quand même de vraiment s'ouvrir à la compréhension justement de l'évolution des pensées, et notamment autour de la communauté gay et lesbienne. Je vais pas dire LGBT parce que si je commence à partir là-dessus, les croyants ils vont péter un câble, mais déjà avoir cette prise de conscience des gays et des lesbiennes qui permet de faire évoluer la religion catholique et en tout cas le regard du Vatican, c'est déjà une grosse évolution. Et de montrer Adeyemi qui est dans cette optique-là, et en plus vous rajoutez derrière Tremblay qui est clairement montré comme un personnage qui est lui encore plus tortueux parce que c'est quelqu'un qui a une belle facette mais qui derrière cache beaucoup de travers et beaucoup de mauvaises ambitions. Pas sur les mêmes trucs, mais pas sur les mêmes trucs. Effectivement, il est hyper corrompu. C'est ça. Mais en fait, du coup, on a les deux personnages, donc c'est Tedesco et Adeyemi, qui sont du coup plus dans le côté conservateur, homophobe, raciste, etc. Disons qu'il y en a voilà. un, c'est les LR et l'autre, c'est le RN. Clairement, moi je fais ce lien un peu débile, mais pour moi, c'est clairement ça. Ouais, en fait, si on veut vraiment simplifier le truc et le rendre très manichéen, il y a quand même, du coup, de l'autre côté, les libéraux, avec le personnage de Stanley Tucci, j'ai oublié son nom, Bellini. Oui, Bellini. Où lui, clairement, il... Ah bah c'est un progressiste, c'est quelqu'un qui a envie de faire avancer la religion dans le bon sens. Il dit absolument tout ce en quoi il est ouvert, on va dire, d'esprit, qui est complètement à l'opposé des autres qui ont des œillères. Et qui est assez folle, parce que ça montre aussi que... Enfin, en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que le film a pour propos quand même de montrer qu'au sein de la religion catholique, même au sein d'une religion qui est millénaire et qui a tendance à être enfermée dans une petite case très rétrograde, il y a toujours eu et il y aura toujours des gens qui veulent quand même faire évoluer cette religion dans le bon sens pour que les regards et les mentalités changent. Parce que la croyance en Dieu, elle est différente en chacun. Donc c'est ça. Du coup, eux, ils vont, chacun a sa manière de voir la religion, et du coup, c'est ça qui fait que lui, il peut très bien dire, Dieu accepte tout le monde. Et puis un autre comme Tedesco va dire non, il faut absolument respecter le dogme. C'est ça. Et Adeyemi va dire on peut faire évoluer un petit peu, par contre il y en a certains, faut pas les accepter. Voilà. Mais tout le film parle aussi du côté très sectaire. C'est vrai qu'on nous le montre à de très nombreuses reprises, mais il y a vraiment ce côté machin va être dans tel bloc. Il y a les langues aussi. Sur les ethnies. À un moment quand ils sont à table, il fait les Français sont avec les Français, les Anglais sont avec les Anglais, les Africains sont avec les Africains. Les Italiens sont avec les Italiens. Et lui après il dit oui, si on était encore en train de parler en latin, tout le monde serait ensemble, machin. Voilà. Donc il veut vraiment rester dans le côté très conservateur. Oui, ça c'est clair. Mais du coup, et on va pas trop l'évoquer, mais par rapport à la fin, sans spoiler forcément, la fin est aussi très forte dans le propos qui est véhiculé, parce que ça va vraiment très loin, je trouve. Sur le twist, tu veux dire? Ouais, sur le twist final. Ça va vraiment assez loin, ça amène une autre dimension qui est encore plus poussée, ça amène une réflexion qui je trouve est très intéressante, et ça amène juste le point nécessaire en fait pour se donner l'impression que tout ce qu'on a vu a vraiment une solution qui est, si je dirais pas anti-climax, parce que ça fait presque un anti-climax par rapport à tout ce qui s'est passé, mais ça donne vraiment une nouvelle dimension au film où on se dit que l'aventure en fait elle avait un autre décor, une espèce d'autre ambiance, et moi j'ai trouvé ça assez fort en fait, cette fin. Ouais, et puis je trouve que ça permet un peu d'appuyer tous les propos que certains personnages ont pu avoir sur la liberté d'esprit et sur le modernisme et comment avancer dans les sujets de société. Et pas que ce soit juste des mots, et que vraiment on puisse faire en sorte qu'il y ait du progrès. Ça prenne une dimension factuelle. Ouais, exactement. Et tu voulais dire un truc?
Non, c'était juste pour dire le petit bémol sur on a encore clashé les Français dans le film. Ah bah ça oui, non mais on s'en prend tout le temps. Tedesco il est là, les Français là-bas, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont les Français? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. C'était tout, c'était pas très utile, mais je voulais juste le dire parce que j'étais encore en train de me dire, allez, on prend encore pour notre grade alors qu'on Non a mais rien toujours, fait. toujours, on n'a rien fait mais toujours on prendra pour notre gueule. En termes de mise en scène, donc Edward Berger, cinéaste allemand, nous propose un film qui vraiment moi m'a beaucoup impressionné esthétiquement. Oui. Je dirais pas que le film est renversant entre guillemets, enfin en fait ce qui est intéressant c'est que contrairement à l'Ouest Orient Nouveau où vraiment j'étais constamment en train de me dire bon le gars il a vu 1917, il a vraiment kiffé. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Et où je me disais bon bah, c'est pas mal foutu, il y a du rythme, il y a une certaine ambiance, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à 1917. Là il n'y a eu aucun moment où j'ai eu la sensation que Berger était coincé à cause d'une certaine idée du cinéma qu'il avait et qu'il avait un modèle en tête et du coup il, je dirais pas le copier, mais essayer vraiment de s'accrocher à celui-ci. Là, j'ai vraiment eu la sensation qu'en fait, il mêlait plein de choses. Je l'ai évoqué avec ce côté Hercule Poirot, dans le sens où Lawrence a cette place-là, mais je trouve que même en termes de style, en termes de référence, en termes de visuel, en termes d'ambiance, il va vraiment plus chercher des références du côté du polar, du thriller, de l'enquête policière, que du côté vraiment religieux, christique, un petit peu too much. Enfin, tout à fait. en fait, c'est un anti-Da Vinci Code sur plein de points. Dans le sens où Da Vinci Code, c'est un film qui est une enquête policière qui fait constamment écho à la religion et qui du coup devient limite christique dans sa manière de se construire. C'est très différent, et du coup là on a l'inverse complet, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre parfait où justement tu pourrais te permettre d'avoir constamment de l'iconicité religieuse, des parallèles, des plans où tu vas dire ouais non mais là il a une petite lumière qui l'éclaire, non mais c'est parce qu'il est l'élu, c'est le symbole. Et ben là il n'y a pas du tout ça. Il y en a une ou deux fois mais en fait et en fait c'est réellement... utilisé à contre-emploi en fait je trouve. Je pense à ce plan où tu as cette fameuse fenêtre, bon c'est pas un spoil, on le voit dans la bande-annonce, il y a une fenêtre qui pète. C'est une très belle scène parce qu'il y a un ralenti dessus en plus, elle est très jolie. Ah, le plan il est fantastique, enfin, il y a cette dimension religieuse mais qui est utilisée de manière détournée. Tout à fait. Parce qu'en fait c'est un accident qui arrive à l'extérieur qui amène ce rayon de lumière. C'est un projectile qui traverse juste c'est ça. C'est même pas un vitrail, c'est juste une fenêtre. En fait c'est une fenêtre qui est en cours de c'est un vitrail qui est en cours de réparation. Ah peut-être. Et qui, sur lequel ils ont mis une grille en métal avec une porte, une porte blindée et en fait le truc saute. Et je trouve que déjà le plan, tu l'as dit, très beau. Il est sublime. Et au-delà de ça, il amène une dimension christique, en un sens, mais utilisée à contre-emploi, puisqu'en fait cette dimension christique a quelque chose de rationnel. Et juste là, en fait, presque pour symboliser encore plus le côté factuel du déchirement qui est en place à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Après, il y a peut-être une scène où un plan qui peut ramener au côté divin, et encore, il faut pouvoir l'interpréter, mais je crois que c'était au moment où ils sont en train de faire les nombreux votes, là, quant à Lawrence qui va pour déposer son vote, souvent il regarde. Ah oui, il regarde la peinture qui est au plafond. Ouais. Et du coup, il y a un personnage qui est à l'envers, je pense que c'est la représentation du diable. Je crois, ouais. Mais du coup, quand il regarde ça peut-être à 2 reprises dans le film, je sais pas trop comment interpréter ça, tu vois. Ouais. Je me dis, est-ce que il se dit, il regarde le diable parce qu'il se dit que la corruption elle est partout. Je sais pas en fait trop comment l'interpréter parce que c'est à moitié divinisé comme ça, c'est pas non plus, ça reste assez terre à terre. Il y a rien derrière de très. Ça fait partie de ces plans où je pense qu'il y a une certaine dimension qui est amenée dans le sens où il y a une petite réflexion et il y a un travail visuel qui fait que ça pousse à l'interprétation. Ouais. Après, je pense pas que ce soit typiquement le genre de film où Edward Berger il s'est dit derrière il y a une symbolique immense parce que cette peinture elle représente ça. Par contre, sachant que ça vient de la chapelle Sixtine, c'est forcément une représentation du paradis et du purgatoire. Donc il y a forcément cette idée que au milieu des anges, il y aura toujours des démons qui vont essayer de se faire une place et que ces démons-là, là en l'occurrence, ils vont prendre place au fur et à mesure qu'on va avancer dans le sens où... Je pense que le parallèle c'est ça. Ah bah oui, clairement le parallèle c'est ça. Et après moi ce que je trouve fort, c'est qu'il se sert très bien en fait du lieu dans lequel il tourne parce que bon, j'ai un doute, je pense qu'ils ont réellement tourné dans la chapelle Sixtine, parce que je les vois pas en fait tourner ailleurs, parce que le lieu a tellement une symbolique particulière, et ce sera pas la première fois qu'un film se permet de tourner dans cet endroit-là. Par contre, ce que je trouve fort, c'est que tout le cadre autour, tout le travail des bâtiments du Vatican, le côté presque, je dirais pas colo, mais tu sais... Ils ont tous des chambres un peu d'hôtel et tout. Ouais, c'est ça. Je trouvais ce travail autour du décor assez intéressant parce qu'on y montre vraiment le côté très scolaire de cet enfermement qui est fait autour de ces cardinaux, dans le sens où ils se réunissent tous, ils viennent des 4 coins du monde, ils s'enferment pendant plusieurs jours. Après ils vont manger, machin, ils retournent dans leur chambre, c'est très...
Mais il y a le côté très régulier en fait de l'enquête policière en huis clos, dans le sens où le personnage, on sait qu'il va rester confiné dans ce lieu-là, on sait qu'il va par exemple pouvoir en sortir, il va trouver des moyens en fait de pouvoir faire progresser son enquête en parlant à un machin. Exactement. Mais il y a vraiment ce côté, ils sont bloqués, ils peuvent pas sortir de là, faut qu'ils trouvent un moyen en fait de réussir à la fois résoudre l'histoire du pape, mais en même temps à ne pas aller dans la mauvaise direction parce qu'à cause de l'enfermement, ben, ils sont bloqués, ils peuvent pas avoir les infos de l'extérieur. C'est vrai. Et c'est ça qui est très fort. Et finalement, Berger, il arrive à faire de sa mise en scène un outil de tension, là où ça pourrait être juste un outil démonstratif, dans le sens où ça montrait parfaitement le déroulement du conclave, comment les personnages se placent. Ça aurait été très ennuyeux. Ça aurait été un très bon documentaire, un très mauvais thriller. Mais en tout cas, le fait de bien mêler les deux, ouais, ça rend le film très intéressant. Après, je pense que d'un point de vue protocole, ça doit être assez proche de la réalité, je pense quand même. Mais effectivement, ouais, la mise en scène est très belle. Moi, c'est les couleurs qui m'ont aussi, enfin, pas surpris, mais ils sont très répétitifs. Mais il y a beaucoup de gris foncé, de rouge qui ressortent de tout noir. le temps, de noir aussi. Ouais. C'est vraiment les couleurs, c'est la scène qui est magnifique. C'est les couleurs des cardinaux finalement. Hein. C'est oui, les différentes sûr, couleurs que portent les cardinaux, parce que c'est vrai qu'ils sont. Bah, il y a le pape forcément qui est blanc, et d'ailleurs c'est très intéressant. Il y a très peu de blanc finalement dans ces lieux. Ouais, même dans le film, il y en a pas beaucoup. Après, il y aura la cantine où ils sont tous regroupés. Il y a beaucoup de blancs assez immaculés un peu partout. Il y a la scène trop belle aussi à la fin de tout le monde avec un parapluie blanc. Elle est trop belle cette scène. Les cardinaux avec un parapluie blanc qui avance un peu au ralenti autour d'une fontaine. Il y a des très beaux plans un petit peu, pas zénithaux, mais en tout cas qui prennent un petit peu de hauteur et qui mettent en perspective les religieux justement dans ces lieux-là. Il y a notamment des plans dans l'espèce de grande cour carrée juste avant l'entrée dans la chapelle Sixtine. Enfin, ils font un peu un aspect de gigantisme. Ouais, c'est ça. Non, mais par rapport au lieu, la taille d'un homme. C'est super bien fait. Enfin, je trouve il y a un travail autour justement de ramener l'humain sur Terre, là où lui se croit tellement supérieur par sa croyance et par son côté divin, que en termes de mise en scène, le fait d'avoir quasiment que des plans qui va les regarder en contrebas, comme si on était un petit peu divin nous et que c'était nous qui les jugions. Je trouve ça très fort et je trouve que c'est à de nombreuses reprises comme ça, et que les rares plans où Berger se met au ras du sol, c'est pour mettre de la perspective justement par rapport à ce côté divin, ou en tout cas divin accidenté qui arrive, comme notamment cette fameuse image de l'explosion qui arrive dans la chapelle, où là pour le coup on est quasiment au ras du sol, c'est filmé en contre-plongée, et là pour le coup ça sert à quelque chose d'utiliser ce plan-là. Mais sinon les trois quarts du temps, lorsqu'on regarde même Lawrence, ça m'a impressionné, mais si tu regardes bien, les trois quarts du temps, quand on regarde les religieux dans cette chapelle Sixtine, trois quarts du temps les plans sont légèrement supérieurs par rapport à eux, et on les regarde en légère contre-plongée. C'est comme si on était juste au-dessus de leur épaule et qu'on regardait un petit peu ce qu'ils allaient voter. Et j'ai trouvé ça assez fort. T'as raison, et j'ai trouvé ça assez fort parce que c'est un tout petit détail, mais ça te rappelle aussi que ce sont des gens qui votent, tout simplement, et que accessoirement, en tant que spectateur, on peut se permettre un petit regard divin en dessus en mode t'as voté pour qui? Ok. Surtout quand on les voit aussi fumer ou boire. Non, mais en fait, c'est vrai que s'il avait voulu un peu sacraliser le film, il aurait montré aucune de ces choses. C'est ça. Et du coup, là, moi, la scène m'a fait rire, mais quand tu vois trois cardinaux avant de rentrer en train de fumer leur clope, ou t'en as un autre qui est sur son téléphone en train de swiper et tout, moi je trouve ça très drôle parce que du coup, tu ramènes tout ce côté religieux à des choses que des personnes lambda vont faire au quotidien. C'est ça. Tu vois, c'est très à ce que des gens qui ne croient pas forcément non plus pourraient faire, fumer, boire de l'alcool ou autre. Tout à fait. Tu ramènes du moderne dans quelque chose qui a tendance à se voir comme passéiste. Exactement, c'est ça. C'est très très fort. Je te propose qu'on passe au casting, qui est tout de même assez costaud, même s'il n'y a pas non plus 10 000 interprètes dont on va parler. Forcément, il faut parler de Ralph Fiennes, mais ça on va peut-être se le garder pour après. Stanley Tucci. Mon préf. Mais Stanley Tucci, de toute façon, c'est un immense acteur qui a malheureusement plus assez souvent l'occasion de montrer à quel point il est talentueux. Ici, il est vraiment hallucinant du début à la fin. Je l'ai trouvé très juste, très beau, très attachant. Il est fort, quoi. Le personnage le plus attachant du film. Ouais, mais parce que c'est celui qui a les convictions les plus intéressantes à suivre, à avoir évolué. Même si à un moment il y a un petit revirement de situation qui l'amène dans une position un petit peu bizarre ou en tout cas un petit peu complexe, je trouve que pour autant ça reste le personnage où tu ressors, tu te dis waouh, j'ai été transporté par son histoire. Parce que vraiment elle est belle. On a John Lithgow et Lucius Msamati. Pardon, je me trompais. Je le connais, mais je connais pas son nom. Alors moi John Lithgow, je l'attache beaucoup à Dexter.
parce que dans une des saisons de Dexter, il joue le méchant. Il fait le papa de Barney Stinson dans How I Met. Oui, c'est vrai aussi. Non mais oui, tu as raison. Donc John Lithgow, très très bon. Lucian Mansati, Alors moi je le connais pas cet acteur. c'est un acteur qui est très connu, qui a vraiment une gueule, il a Ok. il a joué dans beaucoup de films. Mais c'est tout le temps un second couteau. Ok, d'accord. Moi, je l'ai découvert notamment dans la série Gangs of London, où il joue un personnage assez important. J'ai pas vu. Je pense pas, mais je te la passerai, parce que c'est vraiment une très très par bonne contre, série. je connais de nom, mais Ouais. j'ai pas vu. Ouais. Mais moi, je le Ok. connais surtout pour cette série-là, mais voilà, c'est un très très bon acteur. Et je trouve qu'ici, les deux sont vraiment excellents, parce qu'ils ont des personnages qui sont très complexes, pour lesquels... Il y en a notamment un, je trouve, Adeyemi, pour lequel tu as une certaine empathie pendant un moment, et puis au bout d'un moment, tu finis par un petit peu vriller. Et John Ouais. Lithgow, par contre, joue vraiment le méchant. Bah pour le coup, lui, tu vas pas avoir d'empathie. Hein. Et Ah de toute oui, façon, non, il a non, bien t'as pas compris, il d'empathie. ferme sa gueule à la fin. Oui, clairement. On a Isabella Rossellini, mine de rien, qui vient se pointer pour jouer Sœur Agnès. Isabella Ouais. Rossellini, qui est une immense actrice, qui est très très connue, et qui ici est vraiment bien, même si son rôle est quasi tertiaire, même si elle a deux trois scènes du qui coup, sont assez par impactantes. contre, faut quand même souligner le rôle des femmes dans le film, où en fait elles sont hyper importantes, mais on les C'est voit ça. jamais parce Ouais. que ça fait un peu le côté traditionnel qui reste malheureusement. C'est elles préparent quoi, les repas, et elles s'occupent de faire tout à côté, C'est ça. mais elles sont toujours en second plan et on les voit toujours passer derrière, etc. Et il y a que cette actrice là du coup qui a un rôle où on la voit un petit Qui peu ressort un plus. petit peu du lot, ouais. Et une des sœurs du coup qui fait partie de l'intrigue. Oui, tout qu'on à voit fait. un moment, mais du coup sinon. Faut citer Sergio Castellitto qui joue Tedesco, qui est Ouais, vraiment très très bien lui aussi, ouais. qui joue vraiment C'est vrai. vous m'excuserez, la belle raclure d'italien religieux, et vraiment il le fait à la perfection. Et Carlos Diaz qui joue donc le père Benitez, Ouais. qui est très très bon lui aussi, qui a une vraie pureté qui se dégage de son interprétation. Je la Parce trouve qu'il vraiment est juste. lui pour le coup, si on peut en ressortir un truc, c'est le seul personnage qui a un côté divin. Ouais, c'est ça. Parce que quand on parle de lui dans le film, déjà on le voit, mais quand on le voit, c'est souvent des plans où il parle pas. Mm. Il est toujours là en spectateur, il est toujours hyper calme. Et du coup, quand ils font une enquête sur qui il est, parce que personne ne sait qui il est, ils se demandent pourquoi il y a un cardinal qui arrive comme ça. Et ben, à chaque fois qu'il parle de lui, c'est il a fait des missions dans tel pays. Tout ce qu'il fait, c'est clean. Ah Il y a, bah c'est il y a le rien en fait de. c'est Sœur Thérèse quoi. C'est un vraiment- peu ça, ouais. C'est pas le mal. Mais c'est joliment fait, je trouve. C'est joliment fait. Bah ouais, mais Ouais. du coup, c'est un peu la seule image divine qu'on. Bah, de vraies croyances de en vraies- fait, ouais. de croyances positives qu'on peut avoir dans le film. Exactement, c'est lui. Et il y a Ralph Fiennes. Ouais, bah moi Ralph Fiennes j'aime bien hein, comme d'hab, hein, je trouve qu'il est toujours Ah bah, il est immense. très bien quand De il toute joue. façon, donc, c'est un très très grand acteur qui a joué tout et n'importe quoi, je pense. C'est une icône pop culture comme un immense acteur de rôle plus d'auteur ou en tout cas de rôle plus intime. ouais. Là, je le trouve vraiment impressionnant parce qu'il a une très belle manière d'interpréter Lawrence, parce qu'il aurait pu tomber dans la caricature du religieux qui enquête, et il garde encore une fois cette idée qu'on n'arrête pas d'évoquer depuis le début de la chronique, mais autour de cette idée d'humain, de Mhm. garder l'humain. Et il est profondément humain, je trouve qu'il fait de Lawrence un personnage extrêmement attachant, en même temps qu'on a envie de questionner, ce qui le rend encore plus attachant, parce que du coup ça en fait un vrai être humain, ça en fait pas un humain sur un piédestal, ça en fait un mec qui doute, ça en Ouais. fait un mec qui se pose des questions, Qui parfois va trop loin. par moments va trop loin et Mm. qui par moments même prend des mauvaises décisions, Ouais. mais Mm. qui sait se remettre en question. Enfin, c'est un personnage d'une immense densité dramatique. Ouais. Et que Ralph Fiennes arrive à rendre extrêmement charismatique, extrêmement juste et profondément empathique. Et je pense qu'il aurait pu vraiment tomber dans quelque chose de facile et qu'à aucun moment il ne s'est dit ça lorsqu'il a commencé à interpréter le personnage. Et je trouve ça extrêmement fort. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah oui, non, non, sa performance est vraiment à saluer. Et là, pour le coup, je peux m'engager, mais la statuette du meilleur acteur aux Oscars, il peut peut-être la toucher du bout du doigt. Je sais pas s'il l'aura, Ah bah. mais il écoute, pourra peut-être la toucher du bout du doigt. Honnêtement, ça serait à peine étonnant. On l'espère. Hein. Ouais. Mais pour lui. Hein. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Conclave, mon cher Kevin? Eh bien, un film surprenant, et je pense que pour les personnes qui auraient eu un doute comme moi par rapport à l'histoire, où on peut se dire que c'est pas forcément très intéressant, faut passer ce cap et vraiment le voir, parce que il est très intéressant sur plein de sujets, et le twist final pose encore plus de questions. Du coup, on n'en a pas parlé parce que c'est vraiment le genre de truc qu'on peut pas Ah non, 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 spoiler. non, ça aurait aucune utilité, Mais, même pour l'analyse, et ça vous empêcherait de découvrir à quel point le film regorge de richesse. Ouais, exactement. Et puis même pour sa beauté visuelle, et pour même son intrigue qui va au-delà donc du religieux comme on a dit, qui est plus intrigue politique voire policière. Le film est très intéressant à suivre, et puis même pour les performances, c'est un film à voir.
Alors moi, je vais complètement te soutenir là-dessus. C'est un film où on ressort en étant vraiment impacté par ce qu'on a vu, où on se dit vraiment que c'est un film qui dépasse son espèce d'aura de film religieux policier. C'est un film qui va beaucoup plus loin. C'est un film qui arrive à ramener des questions d'ordre politique, humain, social et moderne dans un film avec un contexte religieux qui du coup pousse la réflexion encore plus loin. Exact. C'est un film qui, je trouve, tu as très bien trouvé les mots, mais est beau, vraiment beau. C'est un film qui visuellement a des moments qui sont flamboyants de maîtrise et qui démontre qu'Edward Berger, c'est pas juste un très bon technicien comme on pouvait se le dire sur À l'Ouest rien de nouveau. Là, il démontre que c'est un bon technicien, mais au-delà de ça, que c'est un vrai réalisateur avec une belle vision et avec une très belle manière aussi de mettre en relief ses personnages. Et tu l'as dit, c'est super bien joué. C'est vraiment super bien joué. Et rien que pour la performance de Ralph Fiennes, d'aller le voir. ça vaut le coup d'œil. Donc Conclave d'Edward Berger, si vous aviez des doutes sur le fait d'aller le voir en salle, bah là je pense que vous n'en avez plus beaucoup à la fin de cette vidéo. Merci mon cher Kevin. Merci à toi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit. Bah, J'espère que ça sera bientôt. Tu me rediras. Mais je t'appelle. Très Promis, je t'appelle. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. Amen. Dieu, si tu nous regardes. Bon, une petite clope. Tête clope. Allez.